Bonsoir les investigateurs, je dis bonsoir, parce qu'on joue peut-être la nuit Arkham Horror. Bon, bienvenue pour ces petites suites de vidéos que je vais vous faire sur Arkham, Horror Arkham, ou Arkham Horror en anglais, qui est le nouveau jeu de cartes évolutives de Edge. Et c'est un jeu qui se joue de manière collective ou en solo. Donc ce que je vais faire dans les vidéos, d'abord je vous parle de chaque investigateur. Après, je parlerai un peu des règles, d'accord? Avec le livre de règles a été très bien fait. Et pour ceux qui veulent, dites-le dans vos commentaires, je peux faire le premier scénario avec un investigateur de votre choix. Tiens, choisir un investigateur, afin de voir un peu le gameplay. Je veux pas trop spoiler le scénario. Franchement, la campagne est vraiment bien. On est vraiment dans l'ambiance du monde de Cthulhu. Alors, pour ceux qui connaissent pas Horror Arkham, donc c'est un jeu où en fait on va jouer des investigateurs qui sont dans un monde où des créatures malfaisantes existent, des choses qui n'existent pas soi-disant, que les hommes normaux ne peuvent pas voir et ne doivent pas voir, mais c'est un peu mystique. Donc on est un peu dans ce monde, et il y a donc des investigateurs, on joue un investigateur, un enquêteur, genre Fox Mulder par exemple, ou Hercule Poirot, pourquoi pas Maigret. Maigret c'est un parfait investigateur. Prenez ça dans votre tête. Hein. Georges Simenon il aurait aimé que, je pense que notre ami Maigret, c'est un bon investigateur. Il a fait une bonne enquête. Ou pourquoi pas le commissaire Laurence des petits meurtres pardon, d'Agatha Christie. Bref, on joue un investigateur qui lui par contre sait ce qui se passe et il va aller chercher les détails. Il va utiliser des alliés, il va utiliser des sorts, de la magie. Ouais, il y en a certains qui font de la magie, certains ont des armes à feu, certains ils vont au couteau, certains préfèrent fuir tout simplement pour pas subir d'autres dégâts, pas que des blessures, mais mentalement aussi, ils peuvent en souffrir. Donc il y a 5 investigateurs dans le jeu, et donc je vais vous faire les 5, mais ce sera 5 vidéos, je ne vais pas les faire tout d'un coup, ce serait beaucoup trop long. On va commencer par Roland. Donc Roland Banks, donc c'est un agent du fédéral, qui ressemble à Dick Tracy, c'est un agent fédéral. Et on voit qu'il a 3 de volonté, 3 d'intelligence, 4 de lutte. Vous verrez que la lutte dans ce jeu, c'est là où on doit aller combattre, c'est ça le terme, directement les ennemis qui sont dans le jeu, et 2 d'agilité, donc d'évasion. C'est ce qui permet d'esquiver, de fuir, ou certains tests de compétences. Pour sommairement, les 4 capacités que a Roland sont relativement équilibrées, sauf bien sûr l'évasion. À savoir que dans le jeu, tout ce que vous voyez comme stat là s'utilise. L'intelligence sont utilisées pour des tests de compétences, et surtout, euh, cette stat sert à enquêter. D'accord. On verra ça plus tard. Hein. Vous avez donc la volonté qui permet de faire des tests de compétences mentalement où on doit résister. Par exemple, le deck de rencontre qui joue mécaniquement contre vous pour révéler des événements qui vous font mal ou qui vous font peur. Et donc, il faut avoir la volonté pour résister. Donc, on fait un test de volonté pour survivre. Et donc, l'intelligence, c'est quand on doit enquêter. Eh oui, il se passe des choses dans Arkham, et donc il faut enquêter. Donc, c'est là, je dirais, compétence, l'attribut hyper important dans le jeu, à mon sens, parce que quand même, il faut récolter des indices pour avancer. Il y a d'autres moyens de récolter des indices, mais quand même, celui-là est vraiment le plus demandé. Ensuite, vous avez la lutte, ben, c'est pour attaquer. Donc là, Roland, vous voyez, il excelle là-dedans. D'où après sa capacité spéciale, qui vous dit qu'après avoir vaincu un ennemi, découvrez un indice. Donc voilà, Roland, il a la capacité de enquêter, normalement. Et s'il se bat, il récupérera un indice quand même. Donc il peut générer des indices assez rapidement pour avancer dans le scénario. Et donc dans la campagne. Le petit symbole des anciens que vous voyez, ça, je vous expliquerai dans les règles. Mais on doit révéler au bout d'un moment dans une tasse à monstres, une tasse, pardon, je confonds, dans une tasse avec du chaos, des pions qui modifient vos tests de compétences. Des fois c'est négatif, des fois c'est positif. Et là, il gagne +1 à son test de compétences pour chaque indice dans le lieu où il est. Et ça, on verra plus tard. Sur quoi je veux m'attarder par rapport à Arkham, c'est là où c'est intéressant. Euh, c'est la taille du deck. Si on retourne la carte de présentation de Roland, on vous dit que la taille du deck doit faire 30. C'est-à-dire que vous devez avoir 30 cartes dans votre jeu. Si je dis deck, c'est en fait votre paquet. C'est ça. C'est un petit jeu.
Euh, dans ce jeu, il peut contenir des cartes gardiens. C'est la faction à laquelle fait partie Roland. Donc c'est un gardien. Il peut avoir des cartes gardiens de niveau 0 à 5, des cartes de chercheur de niveau 0 à 2, et des cartes neutres de 0 à 5. Alors là, qu'est-ce que ces chercheurs? On n'a pas encore vu. Euh, Rapidement, voilà, chercheur, vous avez Daisy, qui est un autre investigateur qu'on parlera plus tard. Là où ça devient intéressant, c'est l'exigence du deck. Il doit y avoir des cartes dans ce deck. Certains, un peu comme moi au début, auraient aimé pouvoir construire son deck soi-même, ce qu'on appelle le deck building, c'est-à-dire construire son jeu soi-même, choisir ses cartes. Il se passe que Arkham Horror, là on part sur un jeu où les développeurs, Nate French, a voulu mélanger le jeu de cartes et le jeu de rôle. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo justement où ils en ont parlé à l'Arkham Night 2016, c'est-à-dire c'est la nuit Arkham où ils ont joué à tous les jeux dans le monde de Cthulhu, et notamment ils ont fait une petite conférence de presse présentation sur Horror Arkham. Et ben voilà, en fait si on suit les exigences du deck, on suit exactement la campagne, et donc on part avec de maigres éléments, et donc on a vraiment son deck, peu de ressources, et on se lance. Et au fur et à mesure de l'aventure, ce deck-là, ce jeu, vous allez l'étoffer. Donc dans les du deck, il faut. Ce qui compte pas dans la limite de construction, c'est-à-dire qu'on peut dépasser le 30, c'est les cartes qui sont là, sont 38 spéciales. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est ce qu'on appelle une faiblesse, effacer les traces, et une faiblesse tirée au hasard. Et là, c'est là où ce jeu prend tout son ampleur pour moi. C'est-à-dire à l'intérieur de votre deck, vous avez les malus. Exactement quand vous créez une feuille de personnage dans un jeu de rôle. On a tous des talents, on a tous fait des défauts. On a tous des défauts. Et ça reste. Et ben, des fois, on peut même traîner des casseroles. Et ben, si on commence dans ce jeu-là, on a forcément des choses passées qui nous ont fait vivre des choses. Et là, c'est retranscrit dans le jeu de cartes. Donc, on va commencer par un peu vous présenter ces cartes. Donc, le 38 spécial de rang. Donc, c'est sa carte qui est obligée d'être dans le jeu, mais qui ne compte pas dans la limite de taille. D'accord. On peut vous faire un jeu de 30 cartes et rajouter le 38 spécial après. Il ne compte pas dans la construction. Le deck de Roland, il a 4 utilisations. C'est-à-dire que quand vous le jouez, vous allez prendre 4 jetons de ressources, les mettre dessus. Ce sont des munitions. Et on peut dépenser une munition pour aller combattre. Donc, quand on va aller combattre, je dis tiens, on dépense une munition, on utilise la carte pour dire on gagne plus 1 pour cette attaque. Ici, il y a un indice dans le lieu où on est quand on attaque. Cette attaque inflige plus 1 dégât. Là, c'est vraiment une arme puissante. Pourquoi? Elle coûte que 3 à jouer. En haut, vous avez son coût. 3, c'est le nombre de ressources que vous devez payer. En bas à droite, vous avez le symbole de la main. Hein, on verra dans les règles aussi, ou pendant la partie que je l'expliquerai, on peut avoir un équipement de main, et un équipement à 2 mains, ou 2 équipements à une main, ce qui est logique. Donc souvenez-vous de Roland, sa capacité, c'est que quand il détruit un ennemi, il gagne un indice. Avec ce pistolet, on peut vraiment y arriver. Hein. C'est quand même, il a 4 d'attaque de base, de lutte. Avec ça, il a plus 1. Et s'il y a au moins un indice, dans le lieu, il y a le plus 3. C'est-à-dire, vraiment, là, il le veut. La séquence de jeu intéressante, c'est il y a un monstre ou un ennemi, on l'attaque en faisant une action. S'il y a un indice sur le lieu, on n'y touche pas, vu qu'on a le bonus. Il est vaincu, on gagne un indice. Et après, on enquête, on tente de récupérer le deuxième indice sur le lieu. Donc, il génère rapidement des indices Roland, c'est vraiment agréable. Petit bémol, quand il n'y a plus de munitions sur l'arme, et là encore une fois on y est, c'est extrêmement logique. On n'a plus de balles, on est à sec. No more ammo, on n'est pas comme dans les jeux vidéo où on doit sortir son flingue pour faire reload. Non, là on n'a plus de munitions. On verra plus tard qu'il y a une carte qui permet d'en mettre. Il y a moyen d'en récupérer. Parlons maintenant de la faiblesse de Roland, ça s'appelle effacer les traces. Donc comment fonctionne une faiblesse? Vous piochez, si vous la piochez, vous devez la révéler. Et vous la gardez soit dans la main, mais si elle dit d'être mise en jeu, vous la posez. Donc là, quand effacer les traces arrive, elle dit de la mettre dans la zone de menace. Et quand on découvre un indice, au lieu de le prendre, on le met des indices directement sur effacer les traces. Donc, quand vous découvrez un indice, en plus un indice dans votre lieu, défausser un indice sur effacer les traces. Donc il y a 3 indices dessus. Moi, ce que je fais, c'est que je mets 3 indices dessus, mais en fait, finalement, il y a 3 indices dessus. Et quand on
fait une enquête où quand on récupère un indice en détruisant l'ennemi avec Roland, on enlève un indice. Il faut savoir que forcé, quand la partie se termine, s'il y a au moins un indice sur effacer les traces, souffrait d'un traumatisme mental. Alors, les traumatismes mentaux, on expliquera ça plus tard. Mais voilà, quand je vous expliquais, on a des malus. Quand on commence une partie à Horror Arkham, on peut avoir des malus de départ. Mais je trouve ça fantastique. C'est-à-dire, c'est pas du masochisme, c'est vraiment vous souffrez, vous enquêtez et vous avez forcément des séquelles de votre enquête précédente. Je sais pas, mais dans notre monde, dans le monde réel, si on voit des créatures un peu surnaturelles, c'est vrai que mentalement, peut-être on peut en souffrir. Ben là, c'est clairement ce qui se passe. Mais là, voilà, il n'a pas effacé les traces à temps, notre ami Roland, alors qu'il. Donc, c'est un agent fédéral, je pense qu'il ne veut pas que le monde sache, donc il fait tout pour empêcher la chose. Donc voilà. Et après, une faiblesse de base au hasard. Donc, quand on crée son jeu, vous avez un paquet de faiblesses de base. Il y en a plein, l'hypochondrie, on est hanté, la psychose, l'amnésie. La pire, c'est paranoïa, je trouve. Parce que quand vous la piochez, vous perdez toutes vos ressources. Et encore une fois, voilà. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans la limite de construction du deck, mais ça fait partie de votre jeu. C'est-à-dire votre faiblesse fait partie de votre jeu. C'est très intéressant pour la campagne, et vous avez ce petit stress tant que vous ne l'avez pas pioché. Vous voyez votre deck se diminuer et vous vous dites tiens, je vais pas tarder à piocher ma faiblesse, c'est pas cool. Mais ça arrive à un moment ou à un autre. Si on continue maintenant sur les cartes de Roland rapidement, on a vu le 38 spécial, mais il y en a deux autres armes. Hein. Il y a un 45 automatique, pareil, un 4 utilisation qui donne plus 1 pour cette attaque. Et cette attaque avec un dégât. Elle coûte plus cher que le 38 spécial. Euh, L'avantage que ça a, c'est que voilà, n'oubliez pas, vous pouvez avoir soit une arme à deux mains, une arme, le pistolet et un autre objet. Sinon, vous avez le fusil de chasse, qui lui. Je suis désolé, les aléas du direct. Au pire, je vais vous montrer. Sinon, vous avez le fusil de chasse, où là, qui prend complètement l'emplacement des deux mains. D'accord Le 45 automatique, c'est une arme assez standard. Par contre, le fusil de chasse, très cher à poser. Très cher. Il n'a que deux utilisations. Alors, quand on l'utilise, on réfléchit. Vraiment. J'aime bien l'illustration. Je ne sais pas s'il y a des fans de Hellblazer ici, alias John Constantine. Cette carte ressemble à John Constantine. Je dirais même c'est lui. D'ailleurs, John Constantine ferait un parfait mystique en tant qu'investigateur. Il gagne plus 3 pour cette attaque. Et au lieu des dégâts normaux, cette attaque inflige 1 dégât pour chaque point de réussite. Donc c'est le test de compétence. Hein. Donc c'est un test de compétence, on a plus 3 de lutte. Donc si c'est Roland, 4-3-7 quand même, c'est pas mal. Il suffit qu'on augmente ce test de compétence et que si on tire dans un test du chaos un modificateur pas très fort, bah en fait pour chaque succès au-delà de ce test de compétence, ça infligera un dégât. C'est-à-dire par exemple, vous gagnez plus 3 pour cette attaque inflige un dégât pour chaque point de réussite. Bah, si j'ai maximum de 5, vous réussissez de 6, vous infligez 5. Faire 5 dégâts à un ennemi, c'est tout de même fort en une attaque. Très 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 fort. C'est que 2 utilisations. En cas d'échec, il devrait infliger des dégâts à un autre investigateur. Cette attaque inflige un dégât pour chaque point manquant. Pas échoué par contre. Sinon, pour chaque pour chaque point manquant au test de compétence, bah, on prend des dégâts. La chevrotine, c'est dur à utiliser. Ça, c'est les armes. Après, il a un accessoire. C'est une insigne de police. Hein, c'est son badge de flic. Ça donne plus 1 en volonté. Et la petite éclair qui est là, ce sont des actions rapides. C'est des actions qui ne nécessitent pas forcément, même qui ne nécessitent pas du tout d'action. C'est rapide. Dans les règles avancées que j'expliquerai plus tard dans une vidéo, il y a des fenêtres où on peut jouer des actions rapides. Ça fait toute la différence. Pour ceux qui connaissent le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, pareil, par le même éditeur, Edge, FFG, pareil, il y a des fenêtres où on peut jouer des actions. Là, c'est une fenêtre où on peut jouer un effet rapide. Et là, ça dit que tant qu'un investigateur dans votre lieu effectue son tour, défausser un signe de police, cet investigateur a le droit d'effectuer 2 actions supplémentaires ce tour. Ça coûte 3 à poser, je trouve ça cher. Cependant, avoir des actions supplémentaires dans le jeu, plus vous avez d'actions, ça vous permet de piocher, de générer de la ressource, mais surtout d'enquêter, d'attaquer. Ou mieux, se déplacer et fuir. À ce jeu-là, on peut fuir, hein. Il n'y a pas de honte, il ne faut pas hésiter à fuir l'ennemi.
c'est mieux que de fuir que de prendre des dégâts ou tout simplement de mourir. Et je pense qu'en multijoueur, c'est vaut mieux le faire aussi. C'est un accessoire qui donne plus en volonté de manière permanente. C'est bien, j'aime bien. Le chien de garde, alors, là ce sont des alliés, on va voir. Hein. Le chien de garde, c'est un petit allié fort intéressant, que quand une attaque ennemie, en réaction, ce petit symbole c'est réaction, lui inflige un dégât, il inflige aussi des dégâts à l'ennemi attaquant. Alors, dans Horror à Arkham, quand un ennemi vous attaque, vous devez regarder une de vos cartes qui a des points de vie ou des points de santé mentale restants et lui mettre ce dégât. Ça peut être un objet, ça peut être un allié, et bien sûr l'investigateur. Donc là, imaginons qu'un ennemi m'attaque et il me met un dégât, c'est-à-dire le cœur rouge là qu'on voit. Si je le mets sur le chien de garde, c'est qu'il me prend, tout simplement. Par contre, cet ennemi m'inflige 4. Je ne peux pas mettre les 4 d'un coup sur le chien de garde. Il n'a pas assez de réserve de dégâts pour les encaisser. Ce sera automatiquement un investigateur, très souvent dans ce cas, ou un autre objet qui aurait 4 réserves de points de dégâts. S'il prend un horreur, ben il meurt. L'horreur, c'est les points de dégâts mentaux, j'ai envie de vous dire. J'aime bien cet allié. En début de partie, il peut vous aider, même en milieu. Il est bien. C'est tout de même un stock de 3 points de vie. C'est pas rien, 3 points de vie. Alors, là, on va aborder le flic en patrouille. Il coûte 4 à jouer, et là, il vous donne plus 1 en lutte. Et en effet rapide, on peut le défausser pour infliger un dégât à un ennemi. Il a 2 points de vie et 2 réserves de santé mentale. C'est-à-dire 2 points de vie et 2 dégâts d'horreur à encaisser. Très bien. C'est un effet rapide d'infliger un dégât. Il donne plus 1 en lutte permanente. C'est très bien. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un autre flic en patrouille, mais il est différent lui. Alors, regardez bien les deux cartes. Vous avez en haut à gauche le coup et en dessous le niveau de la carte, les petits ronds. Lorsqu'on joue à Horror à Arkham, à chaque fin de scénario, on a de l'expérience. Et avec l'expérience, on peut acheter des cartes ou les échanger. Donc là, le flic en patrouille, il est de niveau 2, donc il coûte 2 points d'expérience. Il donne toujours plus 1. Par contre, lui, on l'incline, le flic en patrouille, et on lui inflige un dégât. Il inflige un dégât à un ennemi dans le lieu. C'est-à-dire que lui, lorsqu'on l'incline, c'est-à-dire on lui inflige un dégât et il inflige un dégât en action rapide, c'est-à-dire que ça ne génère pas d'action, c'est un rapide. Vous faites un dégât à un ennemi qui est dans votre lieu. Très intéressant, encore une fois, pour un ennemi qui a un point de vie, pour le nettoyer rapidement. Ou, voilà, on a un ennemi qui a beaucoup de points de vie avec Roland, on a fait une attaque qui a fait 2 dégâts, il lui reste un point de vie, on le finit. Très bien. Et il a une réserve de 3 points de dégâts. J'aime bien le flic en patrouille. Je pense qu'on construit la version de niveau 2 sera très jouée aussi bien avec Roland qu'avec un autre investigateur qui peut utiliser les cartes de gardien. Moi j'aime bien le flic en patrouille. Puis l'illustration est sympa, il est en patrouille derrière lui, il ne va pas la tentacule. Je vous parlais des armes tout à l'heure. Ben voilà, les munitions supplémentaires, ça coûte 2. On ajoute 3 pions de munitions sur un soutien arme à feu, contrôlé par un investigateur dans votre lieu. Pourquoi investigateur dans votre lieu? N'oubliez pas, c'est un jeu coopératif. Si on est en multi, on a quelqu'un qui a une arme qui a pu, des munitions et qu'il a besoin de se battre, et que vous en avez encore, on la joue pour lui donner. C'est très bien. Des bastos supplémentaires. Et ce que j'aime bien, peut-être qu'un jour on aura des munitions spéciales. Qui sait, des types de munitions. On verra. Un talent, l'entraînement physique, toujours en rapide. Là, ça permet de réussir les tests de compétences. Ça coûte 2 à poser, et on peut dépenser une ressource en rapide pour gagner plus en volonté ou plus en attaque. Donc, plus en volonté, ça permet de réussir un test de compétences. Donc, rapide, je vous explique rapidement le rapide. En fait, imaginons que vous avez le deck de rencontre qui révèle une carte qui vous dit de faire un test de volonté. On a une fenêtre pour dépenser une ressource, parce qu'à ce moment-là, il y a une vérification de la compétence. Donc, là, je vais faire un test de volonté. Je paye 1 pour monter 1 ma volonté pour ce test de compétence. On peut le faire. C'est pour ça que ce genre de cartes, les talents, avec des actions rapides, sont très intéressants. De même pour la lutte. Ça augmente la lutte, ça vous permet d'aller affronter un ennemi qui a une lutte supérieure à vous et de pouvoir au moins dépasser ou égaliser. Et n'oubliez pas qu'il peut y avoir des modificateurs négatifs. C'est pour ça que des fois, pour assurer un coup, l'entraînement physique est très utile. Machete, une machette. C'est un objet au corps à corps qui vous permet de combattre pour gagner plus 1 pour cette attaque. Et si l'ennemi est le seul dans ce lieu, vous avez plus 1 en dégâts. C'est-à-dire que vous afficherez 2 au lieu de 2.
un peu cher. Mais ce qui est bien avec la machette, et surtout avec les armes de corps à corps, c'est qu'elles n'ont pas de munitions. Donc elles ont une utilisation permanente. Très utile. Très très utile. Et quand on va taper, on a plus un en lutte. Moi j'aime bien. Ça coûte 3 à poser. C'est relativement pas cher. Ça va. Il y a une autre arme blanche en neutre qui est le couteau. Qui lui coûte un. Pas mal aussi. Ah, une carte gardien que j'affectionne particulièrement parce qu'elle va sauver vos parties et elle a sauvé les miennes plein de fois. Premier soin. Donc il y a 3 utilisations dessus. Et s'il n'a pas de provision, on le défausse. Dommage, on ne peut pas le réaugmenter avec une autre carte parce que c'est des provisions. On peut dépenser une provision, soigner un dégât ou un horreur d'un investigateur dans votre lieu. Donc on se soigne ou on soigne un ami. Très important. Dans ce jeu-là, vous verrez selon vos enquêtes, selon les scénarios, ça se joue au point de dégâts près, au point d'horreur subie près. C'est comme dans le jeu Le Signe des Anciens pour ceux qui l'ont joué. Quand on s'arrête à l'entrée de la maison et qu'on décide de se soigner. Et ben là, on a une carte qui permet de se soigner. Il faut le faire. Il est même favorable d'utiliser un tour pour se soigner que de dire je vais me soigner et attaquer. Parce que qui dit qu'on attaque, on rate son attaque, on a un ennemi qui va nous attaquer après. C'est mieux de se soigner. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est soigner et fuir. Mais après, vous pouvez soigner et attaquer. Mais cette carte est très 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 bien. Encore une carte qui en construit sera beaucoup jouée. Ce que je trouve dommage, c'est d'en avoir qu'une seule dans la boîte de base. Après, on a acheté 2 boîtes de base, c'est pas choquant. Je trouve le jeu relativement pas cher. Petite parenthèse. Hein. Alors, on continue, hein, il reste encore 4 cartes. Et moi, je veux pas que ça dure trop longtemps. Coup vicieux, c'est un. Lorsqu'il y a un test, si ce test de compétence est réussi pendant une attaque, cette attaque inflige plus un dégât. Voilà, vous faites un test de compétence lorsque vous attaquez. S'il est réussi, vous infligez plus un dégât avec coup vicieux. Alors, comment se joue cette carte? En fait, sachez que pendant les tests de compétences, vous pouvez augmenter la valeur avec l'icône adaptée au test. C'est-à-dire, si je fais un test de lutte, en haut, sur le côté à gauche, il y a l'icône du point qui symbolise. Je peux, pendant mon test, défausser cette carte, dire je vais la défausser, ou du moins je l'augmente avec ça. Et donc, elle fait partie de l'augmentation du test de compétence. Et donc, l'effet de coup vicieux va s'appliquer. Donc, par exemple, je suis Roland, je suis dans un lieu, je vois je sais pas, une méchante tentacule derrière la porte, là, je veux tirer dessus, donc je fais un test de compétence à plus 2, donc je suis à 6 de force, tiens, et elle a 3 points de vie, je veux vraiment la finir, j'augmente de 1, je passe à 8, et là j'augmente mes dégâts. Si je réussis mon test de compétence, je ferai 3 dégâts. Voilà. M'intéresse d'augmenter les dégâts fortement avec cette carte. J'aime bien. C'est à garder pour les ennemis qui ont beaucoup de points de vie. Ensuite, une carte qui coûte très cher, qui coûte 5 ressources, explosion de dynamite. Boum. Ben, vous infligez 3 points de dégâts à tous les ennemis et aux investigateurs qui sont dans votre lieu ou dans un lieu connecté. On verra dans la prochaine explication, quand je vous ferai la démonstration du premier scénario, hop, comment les lieux sont connectés entre eux. C'est un bon finisher. Ça permet, entre autres, lorsque vous avez des ennemis qui sont générés dans des lieux et qui vous voulez, avant d'y aller, ben, les tuer, tout simplement. Hop, encore un rapide qui s'appelle Perspicacité. Carte parfaite pour Roland. Lorsqu'on a vaincu un ennemi, ben, on découvre un indice. Alors, je découvre un indice parce que je suis Roland, donc je gagne un indice. Je joue ça après avoir vaincu un ennemi, ça ne me coûte pas d'action. Je découvre un indice encore dans le lieu. Bon, bah, voilà. C'est très bien, c'est de la génération d'indices, ça permet d'avancer dans le scénario. Donc c'est parfait. Et écoute que un jeu. Et on finit avec une carte défensive qui s'appelle Esquive. Pareil, c'est un rapide, un ennemi qui vous attaque dans un lieu, qui attaque un investigateur dans un lieu. Et encore une fois, c'est un jeu multijoueur. Vous avez la fameuse tentacule là, qui finit par attaquer un de vos amis. Vous pouvez jouer l'esquive pour cet ami-là. Ça permet d'annuler l'attaque. Très important d'annuler une attaque. Ça permet de survivre un tour. Ça permet d'éviter de mourir. Ça permet de temporiser. Voilà, voilà, voilà pour le deck de Roland, pour ces cartes. Au niveau carte neutre, je vous les présenterai aussi lors d'une vidéo, parce qu'il y en a pas mal. Vous avez des cartes qui génèrent de la ressource, vous avez la fameuse lampe torche. On parlait de la lampe torche. Ça permet d'aller enquêter en dépensant une
provision et ça donne moins 2 à valeur de cube de cette enquête. Vous voyez, c'est obscur quand j'en parle comme ça, mais vous verrez que c'est la lampe torche est très utile. Voilà pour Roland, qui est un gardien, un enquêteur qui se défend bien, qui se bat bien, je veux dire, et qui est préconisé pour faire la campagne lorsque vous faites vos parties d'initiation. C'est ce que j'ai fait, et j'ai beaucoup aimé. Parce qu'il y a un peu de stress. Hein. Pour le premier scénario, je m'en suis très bien sorti. Pour le deuxième, je dû m'en reprendre une deuxième fois. Et pour le troisième aussi. Mais, au moins, Roland a une capacité de générer des indices très rapidement avec son pouvoir. Voilà, j'espère pas avoir été trop long et d'avoir été clair. Si vous avez des questions, un petit commentaire. Et puis, suivez la prochaine vidéo. On va poursuivre la prochaine vidéo avec mon investigateur préféré qui est Agnès. A toutes les gars!